En Assemblée générale se prononce dans ce journal. À quand la fin de la crise en Gambie? L'opposition gambienne et la société civile sénégalaise durcissent le ton. Elles interpellent la CEDEAO et l'Union européenne afin que cette page jamais soit définitivement tournée. Voilà les titres, le développement c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal va bientôt signer les APE. Toutes les garanties sont réunies pour que les accords de partenariat économique entre les pays ACP et l'Union européenne puissent enfin être matérialisés. Révélation du ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, prenait part à la cérémonie d'ouverture de la 103e session des ministres des États Afrique, Caraïbes et Pacifique. Il est au micro de Mansour Sow. Le Sénégal, je pense, va signer les APE. Je pense que pour les APE, c'est autre chose. Je pense que le président Macky Sall avait été chargé pour la sous-région ouest africaine de négocier. Je pense qu'on est parvenu à un accord qui est extrêmement important pour notre pays. Et de ce point de vue, il n'y a pas de problème pour qu'au niveau de la CEDEAO, qu'on puisse avancer de manière significative quant à la conclusion sur les APE. La 103e session des États Afrique, Caraïbes et Pacifique s'est ouverte ce matin. Au cours de ces 4 jours de débat, il s'agira de réfléchir sur les problèmes cruciaux liés au développement économique durable, le commerce et les APE, les accords de partenariat économique entre États ACP et l'Union européenne. La réunion sera suivie ce jeudi de la 41e session du Conseil des ministres conjoints ACP-Union européenne toujours, qui sera présidée par le président de la République. Ce mardi, le ton de la rencontre a été donné par le Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne et c'était en présence de Mansour Sow. La rencontre de Dakar, la 103e session des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, un moment fort d'introspection sur le devenir de cette institution, mais aussi de plaidoyer. Il s'agit entre autres de faire l'état des lieux des accords de partenariat économique entre les différentes régions ACP et l'Union européenne. À ce jour, seule la région Caraïbes a signé et ratifié un APE régional complet, alors qu'un certain nombre de pays ont déjà entamé la mise en œuvre de leurs APE intermédiaires respectifs. Cette session se tient donc à un moment crucial dans la vie de ce regroupement. La 103e session de notre Conseil se tient à un moment où bon nombre de nos États membres sont confrontés à des défis graves d'origine naturelle ou humaine. Les attaques terroristes perpétrées récemment dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'en France et en Belgique, nous rappellent l'importance de mener des politiques appropriées, des politiques coercitives de création d'emplois décents et rémunérateur pour nos jeunes. Nous sommes dans un nouveau cycle parce que les Nations Unies viennent d'adopter les objectifs de développement durable. Et il se pose aujourd'hui un problème de financement du développement. Nous savons tous que l'objectif de 0,7% du PIB qui a été assigné aux pays riches pour aider les pays pauvres, cet objectif n'a pas été totalement atteint. En tout cas, beaucoup de pays ne l'ont pas atteint. Mais au surplus, aujourd'hui, les besoins de financement sont beaucoup plus importants, d'où la nécessité de faire appel au financement privé, d'où la nécessité aujourd'hui de combiner des financements publics et des financements privés. Venu présider cette importante rencontre des ministres des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le Premier ministre du Sénégal s'est d'abord réjoui du choix porté sur notre pays pour abriter cette 103e session. Mohamed Boun Abdallah Dionne nous de préciser qu'à l'issue de ce conclave, une nouvelle ère devrait s'ouvrir dans les relations ACP-Union européenne. Malgré le trésor d'ingéniosité et le travail réalisé depuis les conventions de Yaoundé, en passant par Lomé jusqu'à l'accord de Cotonou, signé le 23 juin 2000, nos pays se trouvent toujours confrontés à diverses pressions qui pèsent globalement sur l'économie mondiale. C'est donc à ce titre qu'il faut mesurer à leur juste valeur les retombées de notre partenariat avec l'Union européenne, véritable acteur mondial et premier partenaire commercial et d'aide au développement. Cette cérémonie solennelle
a été précédé par les premières discussions conjointes sur l'héritage et les perspectives des relations ACP-UE. Ce partenariat, vieux de plusieurs années, rassemble 70 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et 28 États membres de l'Union européenne, dans le cadre d'un accord de coopération axé sur le commerce, le dialogue politique et la coopération au développement. Au chapitre économique, toujours 21 protocoles d'accord et conventions régissent les rapports entre le Sénégal et l'Algérie. La délégation algérienne, composée de plus de 100 chefs d'État d'entreprise, 100 chefs d'entreprise, est dirigée par le président de la Chambre de commerce et d'industrie Zakar. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères a présidé ce mardi la cérémonie de clôture du forum d'échange et des rencontres B2B entre la mission économique algérienne et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Pour plus de détails, suivons les explications du ministre Mankeur Ndiaye au micro de Luis Tinasagna. Une des retombées du Forum d'Alger de 2015, à savoir la signature d'une joint venture entre le groupe algérien Industrie médico-chirurgicale IMC et le groupe sénégalais Carrefour Médical MC de mon ami Mboup, portant sur la réalisation à Dakar pour 9 millions d'euros d'une usine de fabrication de consommables médicaux, constitue un réel motif de satisfaction pour le futur de nos relations. Aujourd'hui, un total de 21 accords, protocoles d'accords et conventions régissant les rapports entre le Sénégal et l'Algérie, C'est un cadre juridique de coopération couvrant des secteurs aussi variés que la culture, l'énergie, l'économie, le commerce, les finances, l'éducation, le sport, la santé, les sciences et les techniques. Le cadre juridique est à revoir dans le sens de sa réactualisation au regard de l'obsolescence de certaines dispositions afin de lever les contraintes qui existent pour que l'investissement, le commerce et les échanges économiques connaissent une réalité plus dynamique entre nos deux pays. À la suite des accords qui viennent d'être signés, un accord de coopération entre la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar et la Chambre de commerce d'industrie Dakar d'Aïn-Defla. Un accord portant sur la création d'un conseil d'hommes d'affaires algéro-sénégalais. Un protocole d'accord pour la création d'un comptoir de produits algériens. Un contrat de commercialisation de pommes de terre et de légumes. Il serait nécessaire d'aller dans un futur proche vers la signature des accords portant, ça c'est au niveau des gouvernements, sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports officiels, la non-double imposition et la prévention de l'évasion fiscale, la promotion, la garantie et la protection réciproque des investissements. Direction la capitale du Nord, à Saint-Louis, les populations ont manifesté ce matin pour exprimer leur ras-le-bol contre les syndicalistes de l'hôpital de la région. Elles dénoncent la grève illimitée de ces agents. Ces personnes accusent les membres du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale de mettre en danger la vie des patients. Elles interpellent par conséquent le président Macky Sall afin qu'il mette un terme aux grèves répétitives du SUTSAS. Nous écoutons quelques réactions au micro de notre correspondant sur place. Toute grève doit avoir une fin. Nous ne pouvons pas continuer. Nous ne pouvons pas continuer à observer une grève qui dure plus d'une année. Les populations sont fatiguées. Ça, c'est le cri des populations. Tout ceci n'est rien d'autre que le cri de détresse des populations, surtout des dépôts de Gendar. Nous ne pouvons pas continuer à observer une grève qui fait 1 an, 1 à 2 ans. C'est pas normal. Les populations disent que c'est trop. Ou bien, ils reprennent, ou bien le syndicat reprend le travail, ou bien on demande à l'État de faire venir les médecins militaires. Nous ne pouvons pas continuer à observer des malades qui ne sont pas soignés. Ce n'est rien d'autre. Ceci n'est rien d'autre que le cri de cœur. Je vais l'annoncer dans les titres. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur retourne dans les amphithéâtres. Le SAES a décidé de suspendre sa grève. Les 2 points sur les 4 qui étaient inscrits dans la plateforme revendicative ont été satisfaits par le gouvernement. Les enseignants du supérieur soutiennent que l'équipe gouvernementale s'est engagée aussi à matérialiser les accords restants. Le SAES était en assemblée générale ce matin. Ababakar Sadir Top était sur place. Les revendications à moitié satisfaites,
2 des 4 points revendicatifs sont désormais considérés comme acquis. Le SAES a changé d'interlocuteur parce que nous, maintenant, on discute avec le Premier ministre et avec une task force qui vient de la présidence et de l'Assemblée nationale. Et cette discussion avec cette task force dirigée par le Premier ministre a donné des résultats probants parce qu'aujourd'hui, le feedback qu'on a fait au niveau des camarades, c'est que d'abord, la réforme des titres, il y a la circulaire d'application. Donc là, c'est de régler de côté. La prise en charge sanitaire, il y a eu donc ce décret, c'est arrêté pour une prise en charge sur les évacuations. Toutefois, il reste l'écrêtement de retraite et les droits de logement. Sur ces 2 points, les négociations vont continuer jusqu'à ce qu'il y ait une entière satisfaction. Pour les 2 autres points, sur l'abrogation de l'écrêtement sur la retraite, le Premier ministre, donc on discute presque toute la semaine, on est toujours en contact. On attendait l'arrivée du ministre de l'économie et des finances qui est arrivé hier pour qu'on puisse voir les modalités d'abrogation de l'écrêtement donc pour la retraite. Et donc pour le droit au logement. Et là, ils sont d'accord pour revoir qu'effectivement on est dans notre droit. Les cours continuent sans perturbation pour 2 semaines encore, en attendant de retrouver un consensus entre enseignants et autorités étatiques. Le SAES compte également revenir sur la question des orientations des nouveaux bacheliers. Pour les syndicalistes, ce sujet ne relève nullement des prérogatives exclusives du ministre de l'Enseignement supérieur. Éducation, toujours, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis fête ses 25 ans dans l'excellence et la reconnaissance. Le recteur de l'UGB a félicité les enseignants pour le travail abattu. Au même moment, les étudiants déplorent leurs conditions d'études. Le professeur Baïdalaï Khan fait ici le bilan des 25 années d'existence de l'UGB et dégage des perspectives. Il est interrogé par Gambi Diagne. Nous avons procédé à la célébration de l'excellence et de la reconnaissance. Mais nos perspectives, c'est de maintenir le cap. Nos missions sont claires. C'est une formation de qualité. La formation de qualité est une création continue. C'est un défi permanent à relever. C'est la recherche de haut niveau. Nous y sommes. Nos chercheurs sont très respectés aux différentes sessions du CAMES. Nous avons au moins 80% de nos chercheurs qui sont promus chaque année. Ce sont les services à la communauté, vous venez de vivre un exemple. Nous avons ici des unités de production dans le domaine de l'innovation, pour donner juste un exemple, la fabrication du poudre d'oignon, les huiles essentielles qui sont aujourd'hui des recherches de pointe. Nous en faisons profiter les groupements de femmes de tous les villages alentours, les femmes de Bango, etc. etc. Ce que nous venons de faire aujourd'hui aussi, c'est les services à la communauté. Mais notre axe le plus important, moi en tant que recteur aujourd'hui, il a 2 aspects. Premièrement, c'est d'accompagner le gouvernement par la génération de ressources. Autre point évoqué dans les titres, notre série de reportages consacrée à la fête du travail. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la pertinence du dépôt du cahier de doléances, un acte posé par les centrales syndicales à l'occasion de la fête du 1er mai. Le secrétaire général de la CNTS-FC juge cette pratique utile. Cheikh Diop pense que ce cahier peut servir à l'État pour la satisfaction des revendications sur le long terme. Balo Dietiam du SUTSAS souligne que des redondances sont notées dans les requêtes formulées. Toutefois, avec le nouveau régime, il estime que l'accent sera mis sur les accords déjà signés. C'est un travail de Code Ndiaye. À chaque 1er mai, les centrales syndicales remettent des cahiers de doléances au chef de l'État, des doléances qui souvent tardent à trouver des solutions, poussant ainsi certains à s'interroger sur la pertinence d'une telle pratique. Le secrétaire général de la CNTS-FC revient sur l'importance d'une telle tradition. Dans les cahiers de doléances que nous déposons, les gens ont tendance à dire vous déposez les cahiers de doléances qui se compilent sans qu'on puisse régler les problèmes. Et qui n'a pas de suivi. Et qui n'a pas de suivi. Ça, c'est une chose. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que le dépôt des cahiers de doléances, qui regroupe un ensemble de préoccupations et de demandes sociales, permet souvent au gouvernement, dans l'élaboration de leur politique publique, d'en tenir compte. Et les gens ne s'aperçoivent pas de ça. Pour son homologue du SUTSAS, un accent particulier sera mis sur les revendications non satisfaites. Au fil des années, les centrales se sont rendues compte que les revendications devenaient redondantes et presque ne trouvaient pas de solution. En tout cas, à la faveur, disons, de ce nouveau régime, il y a un pacte de stabilité économique et sociale qui a été signé entre les centrales syndicales de la coalition des centrales syndicales du Sénégal, qui regroupe les centrales donc, les plus grandes. Donc ce pacte-là convoque, disons, quelques
quelques recommandations, bon, pour ne pas dire quelques servitudes. Donc de ce point de vue, au lieu de déposer un cahier de doléances, il est question, disons, de revisiter les accords qui ont été conclus. Parmi les revendications, certaines sont pour le long terme, d'autres ont un caractère immédiat. Quand on parle de mobilité urbaine, vous savez que ce n'est pas une doléance à satisfaire tout à l'heure. Mais si ça revient d'année en année, le gouvernement se rendra compte qu'il y a lieu d'améliorer son réseau routier. Les cahiers de doléances ont aussi cet aspect. S'il ne s'agit que de revendications, les syndicalistes n'attendront pas le 1er mai pour déposer des revendications. Les revendications, ça se porte tous les jours. Dans les cahiers de doléances de cette année, nous, on mettra très certainement la baisse, par exemple, des prix de l'électricité, du pain et du transport. Parce que c'est une déduction d'une revendication que nous avons déjà eue à satisfaire sur la baisse des prix des produits pétroliers. Pour ce 1er mai, les leaders syndicaux ont décidé de se constituer en coalition pour faire part de leurs revendications au chef de l'État. Ceci pour rendre efficace la lutte syndicale. Nous parlons de tout à fait autre chose. L'affaire a ému plus d'un. Ce mardi, un individu qui ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales a ôté la vie à un nourrisson. Il aurait usé de la drogue. Les faits se sont produits à Keur Massar. L'homme a subi la furie des habitants qui l'ont lynché finalement à mort. Bon nombre de personnes se disent outrées par cet épisode. Les parents sont-ils responsables de ce qui arrive à leurs enfants? Tout drogué est-il un tueur? La population doit-elle se faire justice elle-même? Aïssatou Diop Tall a posé toutes ces questions aux Sénégalais qu'elle a rencontrés. Regardez. Les enfants sont le plus clair du temps la proie facile des malfaiteurs. Des drogués comme des malades mentaux, tous se défoulent très souvent sur eux. L'exemple le plus récent date d'hier avec un enfant âgé d'un an. Ce dernier a été poignardé et s'est bracassé par un soi-disant drogué. Un acte que la population a du mal à comprendre. Il doit s'agir d'un déficient mental ou quelque chose comme ça. Parce que d'après ce que vous me dites là, un enfant comme ça, aussi petit, aussi jeune, le tuer s'explique difficilement. Je refuse qu'on avance que ces personnes de mauvaise foi sont fous ou drogués. Au Sénégal, les gens aiment le masla, ce qui n'est pas du tout normal. Tu vois pas qu'il passe devant une voiture, il se met pas le couteau à lui-même parce qu'il est fou, il est drogué. Et pourquoi ils le font tout le temps avec les autres? Et après on dit que bon, il n'était pas lucide, il était sous, il était drogué. Ça, je ne pardonne pas trop. Même s'ils dénoncent le manque de vigilance de certains moments, nos interlocuteurs n'apprécient pas aussi le fait que certains fassent justice eux-mêmes, une idée qu'ils ne partagent pas du tout. Ça me fait vraiment mal au cœur. Un petit enfant de 1 an, c'est négligence de ses parents et surtout de la maman. Parce qu'un bébé d'1 an, comment tu peux le laisser quelqu'un l'agresser comme ça jusqu'à le tuer? Je suis à ce que les populations corrigent ces malfaiteurs en les battant à mort, car sinon rien ne sera fait pour les corriger. En plus, les femmes sont très négligentes avec les enfants. Vous les femmes là, vous êtes trop négligents envers les enfants. Vous négligez ces hommes. C'est pas à la population de faire justice elle-même. Hein. La loi elle est là. Si j'étais la maman, j'aurais voulu qu'on tue le gars qui a tué mon enfant. Mais ça, c'est médecin après la mort. C'est médecin après la mort, ça. Il faut surveiller les enfants. Au-delà de ces enfants, les femmes sont parfois victimes des malfaiteurs. Soit elles sont violées et tuées, soit elles subissent des châtiments corporels qui peuvent être à l'origine de dépression. L'on se demande quelle politique efficace l'État doit promouvoir pour la protection de ces personnes vulnérables. Merci Aïssatou Diop Tall et nous changeons de sujet. Si vous avez un quelconque problème avec votre téléphone ou un appareil électronique, ils peuvent vous venir en aide dans l'urgence. Ce sont les réparateurs qui officient à Colobane. Ils ne sont pas de ceux qui attendent un financement pour s'activer. Ces marchands ambulants reconvertis n'ont pas fait la formation, mais sont de vrais experts en la matière. Toutefois, ils soutiennent que toute aide serait la bienvenue. Le sujet serait signé Adiara Cissé.
Ils sont nombreux à s'activer dans le métier de réparateur de téléphones portables ou d'objets électroniques. Métier devenu pour ces jeunes trouvés au marché Colobane un jeu d'enfant. Pourtant, ils ont tous ou presque appris le métier sur le tas. Il y a ceux qui ont fait la formation, d'autres non. Ceux qui nous l'ont appris et ont obtenu leur diplôme nous ont formés et la plupart d'entre nous étaient des marchands ambulants. Mais à force de venir aider nos amis, nous avons acquis l'expérience et par la suite, nous avons ouvert notre propre cantine. Ce portable a un problème de réseau et je suis en train de le réparer. Nombreux sont ceux qui ont des ennuis avec leur portable et qui, par faute de moyens pour le réparer, les rangent au placard. Mais avec ces réparateurs, fini la crainte de crever son budget. Ici, c'est moins cher et c'est une réparation de qualité. Même s'il vous arrive qu'il y ait d'autres problèmes, vous revenez et on vous règle le problème. Ces derniers disent trouver le bonheur dans leur métier et pour cela, ils tendent la main à l'État pour qu'il soutienne leur projet, mais aussi rendre accessibles les cantines qui coûtent cher à leurs yeux. On invite les jeunes à s'inspirer de notre modèle, mais aussi que les autorités viennent voir comment on travaille. On s'entend très bien avec la commune. S'il diminue le coût de la location des cantines, ça va beaucoup nous arranger. Qu'ils nous prêtent de l'argent pour qu'on puisse rebâtir nos cantines et qu'elles puissent être plus accueillantes. Comme ça, la clientèle va avoir davantage confiance en nous. Conscient qu'il n'y a pas de sous-métier, ces réparateurs de téléphones invitent les jeunes à une reconversion des mentalités et au culte de l'initiative au lieu de tout attendre du gouvernement. Dakar Demdik va bientôt devenir Sénégal Demdik, annonce du directeur général de cette structure. Occasion pour la rédaction d'interpeller les populations sur le service fourni par la société de transport en commun. Beaucoup déplorent les longues attentes dans les arrêts de bus. Ils invitent les autorités à revoir la gestion des bus en améliorant les acquis avant de penser à desservir les autres régions du pays. C'est un reportage de Adja Antedja. La volonté de l'État du Sénégal de régler définitivement le problème des longues attentes au niveau des arrêts de bus n'est toujours pas constatée par les citoyens. Et pourtant, les autorités avaient mis en service plusieurs bus Dakar Demdik. Ils avaient annoncé les, 325 bus de l'émergence là. On ne voit rien. Hein. Au contraire, ça s'est aggravé. Donc du coup, on reste à l'arrêt pendant 1 heure de temps. Vraiment, il n'y a pas de bus, sérieusement. Et quand le bus vient, en plus, il est hyper bondé. Donc on étouffe quoi à Dakar, sérieusement. Quand on n'est pas véhiculé à Dakar, c'est trop dur. J'arrive toujours en retard à la maison parce que je reste presque 1 heure de temps ici à prendre le bus et tout ça. Parfois dans le bus, on n'a pas beaucoup de place. Dakar Demdik, bientôt Sénégal Demdik, une décision qui nourrit beaucoup de commentaires. Je crois qu'il faut d'abord mettre Dakar Demdik dans de bonnes conditions. Satisfaire d'abord les Dakarois, nous mettre dans des conditions de transport avant de penser à l'espace géographique même du Sénégal. Nous voulons que le transport, tout le monde soit desservi en matière de transport. Mais d'abord, comme Dakar Demdik a ciblé les populations de Dakar, il faut porter satisfaction d'abord aux populations de Dakar. C'est peut-être une campagne électorale, quelque chose comme ça, mais j'y crois vraiment pas. Ils ont beau amener n'importe quel bus, tout ça, mais ça ne marche pas. C'est une mauvaise gestion apparemment. Donc parlons de Dakar d'abord avant d'essayer d'agrandir. Sérieusement, Dakar ça va vraiment pas du tout. Les bus ne peuvent pas satisfaire. Ils ont essayé, même avec les nouveaux Tata, tout ça, ça marche toujours pas. Dakar est bondé actuellement. Donc essayer de décentraliser en même temps avec d'autres moyens de transport. Rester plus d'1 heure à attendre un bus Dakar Demdik, une situation que les Sénégalais fustigent. Ces derniers estiment que l'État doit revoir la gestion du bus ici à Dakar avant de penser à desservir les autres régions. Place à présent à l'actualité internationale. Nous parlerons du 30e anniversaire de l'accident de Tchernobyl, des régions entières toujours marquées par le drame. Nous irons aussi au Brésil. Le Sénat a créé une commission spéciale pour examiner la destitution de Dilma Rousseff. Mais voyons d'abord ce qui se passe au Soudan du Sud. Le point avec Pape Ousmane Sissé.
Après plusieurs jours d'attente qui ont provoqué l'exaspération de la communauté internationale, le chef rebelle Riek Machar est enfin arrivé à Juba ce mardi. Il vient reprendre ses fonctions de vice-président qu'il avait abandonnées pour lancer une rébellion il y a maintenant plus de 2 ans. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explosait au cours d'un test de sûreté. Le drame est sans précédent. Pendant 10 jours, la centrale accidentée rejette dans l'atmosphère quantité d'éléments radioactifs qui contaminent jusqu'aux 3/4 de l'Europe, affirment certaines sources. Aujourd'hui encore, le bilan humain fait débat. Plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées et jusqu'à 4000 morts selon un rapport controversé de l'ONU. Le Sénat brésilien a formé une commission spéciale de 21 sénateurs chargés d'analyser la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff. Cette dernière pourrait être écartée du pouvoir dans quelques semaines. Un vote à la majorité simple des sénateurs 41 sur 81 qui interviendra probablement le 12 mai suffira à prononcer la mise en accusation de la présidente pour crime de responsabilité et à l'écarter du pouvoir pendant au maximum 6 mois en attendant le jugement final. Un mot de culture dans ce journal. La 2e édition de la Biennale de Dakar se tiendra du 3 mai au 2 juin 2016. Le thème choisi cette année, la cité dans le jour bleu. En prélude à ce grand rendez-vous de l'art contemporain africain, le ministre de la Culture, en compagnie du comité d'organisation, a effectué une visite pour s'acquérir de l'état d'avancement des travaux dans 3 différents sites. Les espaces d'habitude très insalubres ont retrouvé leur lustre d'antan. Tout semble fin prêt pour accueillir les exposants, n'est-ce pas, Fatim Lo? Le musée Théodore Monod, l'ancien palais de justice, l'ancienne gare routière sont les 3 sites choisis par le ministre de la Culture pour sa visite. En prélude à la Biennale de Dakar, les artistes s'attellent à la fabrication de leurs œuvres. En 2 semaines, un travail de titan a été abattu au niveau de l'ancien palais de justice où se tiendra l'exposition la plus importante de la Biennale. Au départ, les gens croyaient qu'en fait c'était impossible d'aménager des lieux et de les dimensionner de la sorte. Ça a été déblayé. Et il y avait tout ici, il y avait des serpents, c'était vraiment une zone qui était complètement insalubre. Et bon, le commissaire et puis les gens, le staff de la Biennale, ils ont eu l'idée que c'était possible d'aménager ces lieux et d'en faire l'expo la plus importante de la Biennale. L'ancien palais de justice, qui était dans un état presque impossible, nous l'avons réhabilité, nous l'avons rendu très fonctionnel pour une exposition. Le ministre de la Culture salue le travail qui a été fait par le comité d'organisation. Il assure que cette 12e édition va être très différente des autres qui l'ont précédée. Il y a un mois et demi, tout le monde était sous-tendu parce que les lieux d'accueil des différentes manifestations n'avaient pas connu un début d'aménagement. Et là, vous savez que aussi bien au musée Théodore Monod, au niveau du palais de justice, où également vous avez vu les gigantesques efforts que le comité a fait. Et ici à la gare, je peux dire que nous aurons une biennale différente des autres biennales, tant du point de vue du succès, mais également du point de vue de l'organisation. Ces sites ont été choisis pour accueillir les différentes manifestations parce qu'ils sont des bâtiments classés patrimoine historique. Du 3 au 2 juin, Dakar va être la capitale de l'art contemporain africain. La dernière page de ce journal, l'opposition gambienne ne fléchit pas dans son combat pour l'instauration de la démocratie en Gambie. Après sa manifestation à Dakar, d'autres activités sont prévues pour exiger des réformes sur les lois électorales. La société civile sénégalaise qui soutient le peuple gambien dans cette bataille se dit préoccupée par la situation qui prévaut actuellement dans ce pays. Ses membres interpellent la CEDEAO et l'Union africaine à hausser le ton pour la résolution de cette crise. Un dossier réalisé par El Hadj Moussabey. 14 avril, une journée qui fera trembler le régime de Djamé. Tout part d'une manifestation tenue par des Gambiens du pays à Serekunda dans la banlieue de Banjul pour réclamer un processus électoral transparent. Seulement, cette manifestation a priori banale connaîtra une autre tournure. Pour le moins dramatique, plusieurs manifestants seront sévèrement brutalisés par des officiers de la National Intelligence Agency, le service de renseignement et de répression du régime en place. Nous avons des sources sûres aujourd'hui que 2 des manifestants arrêtés ont péri sur les trottoirs. Il s'agit de Solo Sandeng et Nogoy Ndiaye,
et le reste des détenus sont dans des conditions critiques. Ces manifestants n'étaient pas armés selon des sources militaires. Ils portaient juste des pancartes et réclamaient des élections plus justes. Pourtant, le seul tort de ces citoyens gambiens était de manifester pacifiquement. Mais la tournure des événements conduira à l'arrestation d'une quarantaine de manifestants. Parmi eux, Ousseynou Dabo, le leader du Parti démocratique unifié, le UDP, principal parti d'opposition. Il faisait que manifester pacifiquement à travers une revendication de réforme sur la loi. Donc, et pour cela, comme le dictateur Yaya Jammeh ne veut pas d'avoir des opposants, donc c'est pour cela qu'il a essayé d'incriminer mon frère Ousseynou Dabo, qui est le principal opposant gambien de UDP. C'est un premier pas pour nous de faire face à cet empereur, de le faire soulever au pouvoir, quoi. Arrestation arbitraire, mort d'homme, des faits de trop qui pousseront l'ONU et les États-Unis à élever leur voix pour condamner. Ils vont plus loin en demandant l'ouverture d'une enquête pour élucider cette affaire et situer les responsabilités. C'est le début d'un soulèvement. La jeunesse gambienne engagée décide de porter le combat pour l'instauration de la liberté. Nous ne voulons que la paix. Yaya Jammeh vient de boucler ses 22 années de règne. C'est suffisant. Il faut qu'il parte. Ces derniers seront soutenus par la société civile, notamment celle du Sénégal. Ainsi, la marche vers la démocratie en Gambie aura comme point de départ Dakar. Au moment où on vous parle, 4 personnes ont disparu, personne ne s'est prononcé sur leur sort. À peu près une trentaine d'opposants sont en prison. La liberté provisoire leur a été refusée. Et aujourd'hui, nous sommes préoccupés par cette tension qui est là, qui peut dégénérer à tout moment et qui peut renforcer la brutalité et la répression contre le peuple gambien. Nous sommes en train de documenter toutes les violations de droits de l'homme qui sont en train d'être commises en Gambie, qu'il s'agisse des détentions arbitraires, qu'il s'agisse des tortures, qu'il s'agisse des viols, qu'il s'agisse des exécutions sommaires extrajudiciaires. Et que tôt ou tard, M. Yaya Jammeh répondra de ces crimes. Nous voudrions exiger qu'une enquête indépendante soit menée pour situer les responsables dans la mort de Solo Sandeng et que les responsables de ce crime odieux puissent être traduits en justice. Enfin, nous lançons un appel aux Nations Unies. Si Yaya Jammeh s'entête, s'il persiste dans sa volonté de vouloir opprimer les Gambiens, de créer un bain de sang, nous appelons les Nations Unies à adopter des sanctions contre Jammeh, des sanctions contre les membres de son gouvernement, des sanctions contre les membres de sa famille. Devant de tels faits, certains annoncent le déclin prochain du régime controversé de Banjul. Ce qu'il faut souligner, c'est la nouveauté du phénomène. Que les Gambiens sortent, marchent, c'est un fait rare. Et le fait que le fait soit rare mérite d'être souligné. Peut-être qu'il y a des choses, n'est-ce pas, il y a des signes avant-coureurs. Peut-être que c'est le début de la fin. C'est vrai que dans ce combat des Gambiens, les Gambiens ont besoin d'être encadrés. Ils ont besoin de soutien. Et nous avons vu que les pays qui sont aux alentours, n'est-ce pas, de la Gambie, sont notamment le Sénégal. Le Sénégal est en train de prêter main forte, disons, aux populations gambiennes, à travers, n'est-ce pas, les associations de la société civile. Face à l'histoire et pour éviter les fusions de sang, il est évident de préconiser des solutions de sortie de crise. Il faut privilégier la négociation, la discussion entre les différents partis, n'est-ce pas, de Gambiens, en se disant que la force ne résout pas le problème. Hein, voilà, qu'aujourd'hui, l'opposition gambienne s'entende avec le président Yaya Jammeh en disant que nous, ce qui nous motive, ce n'est pas que vous quittez le pouvoir comme ça, non. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous pouvons faire des choses ensemble. Au niveau politique, des initiatives peuvent être engagées au niveau de la CEDEAO, au niveau des Nations Unies. Et ça, évidemment, nous sommes conscients également qu'il faut l'aider. Il faut l'aider à aller dans un processus de transition vers des élections démocratiques. Mais vous savez, Yaya Jammeh aussi n'ouvre aucune perspective. Aujourd'hui, on parle de la libération des Sénégalais, mais il ne pouvait pas en être autrement. Nous sommes dans le cadre de la CEDEAO. On ne peut pas juger quelqu'un alors qu'on n'a même pas un minimum d'infractions à lui reprocher. La CEDEAO aille sur place et organise les conditions d'une élection libre, démocratique et transparente au cours desquelles le peuple gambien décidera
soit de maintenir Yaya Jammeh au pouvoir, soit de le congédier. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes, et ces élections ne peuvent pas avoir lieu dans les conditions actuelles. Pour l'heure, la CEDEAO et l'Union africaine invitées à prendre à bras le corps ce problème brillent par leur silence qui frise l'indifférence. Se taire serait coupable, estiment les militants de droits humains qui souhaitent que demain, l'inconscience collective ne soit appelée devant le prétoire de la prospérité. Alors, vous le savez, la Manche allait de la demi-finale de la Ligue des Champions a opposé ce soir Real Madrid à Manchester City. Un match qui vient de se terminer. Score au temps réglementaire, 0 but partout. Nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec les temps forts de ce match plutôt, avec nos chroniqueurs maison. C'était tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. démb na buñ ko waxee maama taaru woon lu waraloon maam taaru defe naa ne am na loo xam ne ndaw tey ñu ngi koy bëgg a réer mbir mu di am njam. njam moom bu njëkk ba lawbee ko daan def waaye mujj gi tëgg yi dinañu jam. suñu maam yi daan nañ jam ba jam seen tuñ yi mais tuñ yooyu moom boo ko jamee day tax du say tuñ du fet day tax say tuñ du yàqu. ñi nga xam ne ñoo la daan wër am na ci ñoo xam ne ay gànnaay la ñu yor ak i pusa di la ko jam mbaa ñu la indil benn mi bëgg rek nga raf bu boobaa raf sax doo ko def ndax li ma la wax léegi da ngay sóoraale ëllëg. ah ba ñu ko ne aram jama doo bàyyi ba jong doom day jëwa seen doxat aram mbaa yàggu laa dal ñu ni déedéet saa yomb ñor saa naaja tóor saa walet joxu sama mboq doom nay laar ñu tëgg tamay nu yangaam ba nu jamoo ba génn nag lan ko defan job di tëgg ca pénc ma tamay yi nu tëggal na. seen émission SOS santé ñëwaat tey jii nag ngir waxtaanee jàngoro yi sibiru. sibiru moom tëngee ju fi jóg sincèrement Rufisque moom gars yi war nañ si jóg bu baax a baax a baax a baax. ñun suñuy doom yi ñu ngi feebar ñu ngi sonn ñun ñii di jaay si côté bi xam nga li neexuñu bu timis jotee duñu wax fu ñu waxee yooyu suñu gémmiñ lay dugg. durant grossesse boo ñëwee hôpital dañ la jox moustiquaire pour prévenir grossesse bi aussi boo accouché dinañ la jox ACT pour nga bañ a ministre Arouna Coumba Ndoffène Diouf maa ñëw ci émission diisoo di waxtaan ak yéen ci wàllu réew mi di jëm ci politique di jëm ci njàngale mi di jëm ci koom